on ne peut plus étroitement lier, comme on le faisait à l'époque, la vie d'une entreprise et la vie de la famille. Mais moi, la relation que je vois avec l'entreprise maintenant, c'est qu'en fait, c'est comme si vous mettez un bonbon à un enfant au milieu d'une table et vous lui dites surtout, t'as pas le droit d'y toucher. Sauf que n'importe quel gamin, il a qu'une envie, c'est de l'attraper le bonbon et de le manger, quoi. Donc, j'ai tourné autour. Alvira. Je m'appelle Clémentine Colin-Richard, et je préside la Fédération française de la chaussure depuis plus de 3 ans maintenant. Et je fais aussi partie de la famille actionnaire. Alors, une entreprise que vous connaissez peu sous le nom de Richard Ponvert, c'est mieux si je vous dis les chaussures Paraboot. J'ai eu la chance en fait de naître en Isère. Mes parents se sont connus à Paris. Et en fait, papa est redescendu en Isère reprendre l'entreprise familiale. On date l'entreprise Richard Ponvert de 1908. Richard, c'était le nom de mon arrière-grand-père, mais Ponvert, c'était le nom de mon arrière-grand-mère. Et lui, il est vraiment ce que j'appelle un géo-trouve-tout. Aux États-Unis, il découvre des chaussures qu'on appelait les boots. Et après, il part en Amérique du Sud. Il découvre les plantations d'EVA. Et en fait, l'EVA, c'est l'arbre qui nous fait le caoutchouc. Il se passionne pour cette matière. Et cette matière est exportée vers l'Europe par le port de Para. Donc si m'avait un peu suivi, voilà comment en 1926, il dépose la marque Paraboot. Et après, il y a son fils, donc mon grand-père, qui entre dans l'entreprise. Et lui, c'est pas un géo-trouve-tout, mais c'est un homme de la relation. Il est vraiment le VRP++ de l'entreprise, avec aussi un gros développement sur la montagne. On a fait des chaussures de ski, qu'on a fait des chaussures de randonnée, d'escalade, de ski de fond. Et puis les années 70 arrivent, choc pétrolier, et Richard Ponvert se retrouve dans ce marasme. Et là, je pense que mon grand-père, il est un peu dépassé par les événements, parce qu'il faut faire de la gestion, il faut faire de la relation aux banques, ce qui à mon avis ne devait pas être sa tasse de thé. Et là, par contre, son fils, et c'est le premier, a fait des études. Donc mon père, Michel, lui, il a fait parcours grandes écoles, et en fait, il lui demande de revenir. À partir du moment où il a décidé de rejoindre et d'accepter l'invitation que lui a fait son père, il s'est jeté à corps perdu dans cette belle entreprise. Et il a réussi, en tout cas du côté professionnel. Fin des années 80, début 90, où tout le monde veut la Paraboot. Je pense que du côté personnel, ça a été plus compliqué parce que moi, j'ai eu un père qui n'a pas forcément été là, c'était clair, qui passait beaucoup de temps, jour et un peu de nuit à l'entreprise. Il en parlait pas beaucoup. Je pense qu'il en parlait pas beaucoup aussi parce que c'était compliqué pour lui. Et qu'il voulait pas qu'on soit intéressé, il voulait peut-être pas partager ses soucis. Je donne une petite anecdote. L'entreprise était sur le même terrain que la maison de mon arrière-grand-père, qui était la maison de mon grand-père. Et on avait une petite porte pour passer d'un terrain à un autre. Et une des premières actions a été de clôturer cette porte. Et de dire, voilà, on est rentré dans un air qui est différent, où on ne peut plus étroitement lier, comme on le faisait à l'époque, la vie d'une entreprise et la vie de la famille. Mais moi, la relation que je vois avec l'entreprise maintenant, c'est qu'en fait, c'est comme si vous mettez un bonbon à un enfant au milieu d'une table et vous lui dites surtout, t'as pas le droit d'y toucher. Sauf que n'importe quel gamin, il a qu'une envie, c'est de l'attraper le bonbon et de le manger, quoi. Donc j'ai tourné autour, j'ai été élevée avec la matière cuir, on m'en a parlé. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais est-ce que je suis tombée dedans parce que c'est du sang qui coule dans mes veines, ou est-ce que je suis tombée dedans par un intérêt Ça, c'est difficile de dire. Tout ce que je peux dire par contre, et ça a vraiment été ancré chez moi rapidement, c'est que j'ai toujours eu une relation plus intéressée à un produit, de travailler avec des créateurs, de mettre en musique leur création et de la rendre, je dirais, industrialisable, en tout cas fabricable, pour moi, avait un vrai intérêt. Donc ce métier de chef de produit, et c'est la formation que j'ai faite. Tout le long du cursus d'école de commerce, il y a quelques années, mais comme on le fait aujourd'hui, on a des stages à réaliser. Et durant tous ces stages, moi j'ai essayé de prendre un angle, oui, assez haut de gamme, luxe. Et puis j'avais un Graal quand même, qui était cette maison Hermès. Et il s'avère qu'à l'époque, en fait, ils cherchaient un assistant pour le département de l'équitation. Donc j'ai démarré en faisant mon stage de fin d'études au département équitation. Et puis après, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et il s'avère que j'ai rencontré en fait des personnes de chez Charles Jourdan qui cherchaient un chef de produit pour leur collection homme. Et ça a été une première expérience, oui, en chaussures et en chef de produit, qui m'a confirmé que la chaussure était quand même un des objets
que j'affectionnais particulièrement. Je quitte Charles Jourdan fin 99 et je connais très bien le directeur commercial qui faisait un peu office de directeur général de l'entreprise de chez Richard Fonbert, qui sait très bien que je tourne autour de l'entreprise et qu'une manière ou d'une autre, un jour, je vais y rentrer. Et il s'avère qu'en fait, il vient me trouver en me disant « Écoute, j'ai un projet ». On a ouvert des boutiques et puis maintenant il faut structurer un petit peu le réseau. Donc je me dis pourquoi pas, allez go. Donc me voilà rentrée en septembre 2000 dans l'entreprise. Alors non pas sur la maison mère, mais sur la filiale de distribution qui s'appelle Capus. Je pense que clairement papa a donné son accord pour que je rentre dans la filiale et que j'ai ce premier job dans l'entreprise. Sinon ça se serait jamais fait. Après qu'il ait sauté de joie, j'en suis pas sûre non plus. Je pense que toujours dans son envie qu'on ne connaisse pas toutes ces difficultés de l'entrepreneuriat, tout ce qu'il avait dû lui mettre entre parenthèses pour redresser l'entreprise, il avait à cœur sûrement qu'on fasse autre chose. Bon, il s'avère que le bonbon était trop tentant à manger et que moi je me suis intéressée à l'entreprise. J'y étais, mais avec tout ce que ça pouvait aussi impliquer. C'est pas parce que vous étiez, en tout cas pour cette génération-là, la fille d'eux ou le fils d'eux, que votre place était acquise. Pour moi, c'était plutôt valorisant. Mais en même temps, cette impression d'avoir à faire plus. Et en même temps, j'étais au cœur du réacteur. J'étais au cœur de l'histoire de ma famille. Et il s'avère que dans les années 2004, on m'a confié aussi, on m'a demandé de reprendre en fait la gestion des collections. Ce sur quoi j'étais super contente puisque c'était quand même mon métier premier, de chef de produit. Donc j'ai cumulé les 2 emplois. En même temps, j'étais maman de 2 enfants. Mon mari, en fait, était commercial, donc passait 2 fois 3 mois loin de la maison à Paris. Tout ça mis bout à bout, votre corps, il vous dit non, ça c'est plus possible. Mais au début, vous l'entendez pas. Et puis, vous tombez un peu plus fort. Mais on n'appelait pas ça burn-out, on appelait ça moment de faiblesse. Et puis, c'est une femme, c'est normal en fait. Elle ne peut pas être à la hauteur, quoi. Alors ça vous est dit, mais c'est aussi la petite voix qui vous susurre ça dans la tête, c'est-à-dire que tu vois, tu n'y arrives pas. Ça met un moment. Moi, pour bien aller au bout des choses, j'ai eu besoin de prendre de la distance de l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, oui, je me suis posé des questions en disant est-ce qu'il faut que je continue ? J'ai décidé finalement de revenir dans l'entreprise. Par contre, de faire un choix entre mes 2 casquettes. Et j'ai fait le choix de reprendre uniquement mon rôle de directrice des réseaux des boutiques. Malheureusement, j'ai pas pu travailler cette nouvelle vie, entre guillemets, que j'avais décidé autant que je l'aurais voulu, puisque mon père, en fait, en mars 2013, a fait un AVC. Et il est resté hémiplégique, assez diminué, et il a dû se retirer totalement de l'entreprise. Et suite à ça, il y a eu d'autres aléas, puisque moi j'ai fait un gros malaise vagal, où je pense qu'aujourd'hui j'aurais pu y rester, soyons clairs. Et donc j'ai décidé de quitter l'entreprise pour m'occuper de moi, mais surtout aussi pour m'occuper de mon père et pour m'occuper de l'entreprise, mais de manière différente. C'est qu'en fait, j'ai lâché mes fonctions opérationnelles. Donc à l'époque, j'étais directrice générale de la filiale des boutiques et de me concentrer sur la gouvernance. Quand j'ai exposé un peu les faits à mon frère et ma sœur, ces derniers m'ont suivi. Et en fait, on a recréé la gouvernance de Paraboot. C'est-à-dire que la direction générale n'a pas été confiée ni à un membre de la famille, ni à un membre de l'entreprise, ni à un membre, on va dire, de l'écosystème. Et puis, fin 2020, on apprend que la Fédération française de la chaussure est en vacances en fait de président. Donc en fait, je passe quelques coups de fil pour sonder un peu le terrain, pour voir comment les gens ressentent la fédération, qu'est-ce qu'on en attend. Et l'accueil est plutôt positif. Et je découvre surtout qu'il y a beaucoup de femmes, qu'on n'en parle pas, qu'il y a des jeunes créateurs. Et là, je me dis, mais en fait, moi, ça, j'ai envie qu'on le sache, quoi. J'ai envie qu'on le découvre. Et donc, je pose ma candidature. Et je suis élue, oui, en juin 2021, en tant que première femme à la Fédération française de la chaussure. On le salue. En même temps, on vient vous gratter un petit peu en disant, ouais, mais ça, c'est pour l'égalité homme-femme. Pourquoi ? Et à la fois, des fois, je me dis, et alors, si ça me donne l'opportunité d'accéder à ces fonctions-là, à moi après de les prendre et d'en faire ce que j'ai envie d'en faire. Ça m'a aidé à faire parler de la fédération, ça m'a aidé à montrer qui on est à la fédération, ce que fait la fédération. Donc je me suis servie en fait de cet argument. Si j'ai accepté qu'on me confie ces différentes casquettes, c'est parce qu'à un moment donné, elles m'alignent.
Et elles sont en cohérence avec des valeurs profondes que sont les miennes, qui sont je dirais, d'être impliquée dans l'industrie, de défendre un artisanat avec des savoir-faire. On va parler de Made in France. On va parler de gens qui ont plus de chance que d'autres. Mais il faut s'intéresser à tout le monde. C'est pour ça que je suis très fière d'avoir embringué Richard Ponvert et qu'on ait rejoint le club des entreprises s'engagent pour l'inclusion. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Comme la place des femmes. Il y a un foyer pour femmes qu'on suit sur Lyon, quand j'ai appelé le réseau, l'écosystème du Made in France, mais pas que, pour leur dire, est-ce que vous auriez un peu de cadeaux, d'éléments à me donner quand vous appelez Julie et Marie chez Marius Fabre et qu'elles vous disent, mais Clem, sans problème, il t'en faut combien? Voilà. Quand vous appelez pour avoir des sous-vêtements, la maison Etam qui vous dit bah oui, si, on va te suivre. Et moi, c'est cet écosystème qui me parle. C'est ce territoire, cette implication du territoire. Et je ne suis pas une ayatollah du Made in France. Mais le Made in France, pour moi, c'est aussi des valeurs. Et si ces valeurs de partage, on peut les avoir, moi, je suis partante et encore beaucoup plus boostée pour les années prochaines.